Pour cette conférence d'aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui François Blanchetière, qui est conservateur du patrimoine au musée Rodin et qui nous fera le plaisir aujourd'hui de parler évidemment de Rodin en 1900. Merci. Merci à vous. Rodin vous accueille en personne, comme vous le voyez, et comme il le faisait lui-même dans l'exposition la grande exposition personnelle qu'il a organisée pendant l'exposition universelle de 1900. On a coutume de dire en marge de l'exposition universelle. C'est vraiment l'expression consacrée, parce qu'effectivement, cette exposition n'est pas un événement officiel, si vous voulez, qui participe du programme des festivités de 1900 à Paris. Rodin organise cette exposition seul, de son côté, avec l'accord des autorités, comme je vais vous l'expliquer, mais on est juste à côté en fait, de l'exposition universelle. Je vous montrerai tout à l'heure sur le plan où tout cela se situe. Et Rodin donc, fait bâtir un pavillon dont vous avez ici une vue intérieure, et dans laquelle, plusieurs jours par semaine, en personne, il accueille les visiteurs qui viennent le voir et auxquels il donne des explications. Je vais donc tâcher aujourd'hui d'être à la hauteur du grand homme dont j'ai le plaisir et l'honneur de servir l'œuvre. Hop là, ça va trop vite, pardon. Alors, Rodin, bien entendu, vous connaissez son nom, vous connaissez ses œuvres, au moins certaines d'entre elles. C'est l'un des artistes les plus connus au monde. Mais en 1900, au juste, qui est-il? Où en est-il dans sa carrière, dans sa vie? C'est un homme âgé de presque 60 ans. Il est né en 1840. Le 12 novembre 1840, il aura donc 60 ans, l'année même de l'exposition universelle. Et pour être plus précis, le jour même de la fermeture de l'exposition universelle, le 12 novembre 1840. C'est un clin d'œil que je trouve assez amusant. C'est donc un homme qui a déjà derrière lui une carrière assez longue. Il s'est formé dans les années 1860. Il a commencé à travailler. Il s'est formé à la fin des années 1850. Il a commencé à travailler au milieu des années 1860. Il a connu des débuts assez longs. Ce n'est pas un artiste qui a suivi le cursus classique des artistes au XIXe siècle, c'est-à-dire l'école des beaux-arts, le prix de Rome, un séjour à Rome, des envois, des participations au salon, etc. C'est un artiste qui a fait une carrière un peu différente, à une période qui le permettait. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de noter. Rodin arrive au moment où le système classique, le système académique, est en train de se fissurer, où il n'est plus obligatoire de passer par là pour faire une carrière brillante. Il en est la preuve la plus éclatante. Rodin donc a des débuts modestes dans les années 1870. C'est avec en particulier l'Âge d'airain qu'il se fait connaître. Et puis dans les années 1880, peu à peu, il s'impose. Nous allons voir dans la suite plusieurs œuvres qui datent de ces années-là, puisqu'il conçoit son exposition en 1900 comme une rétrospective qui doit parcourir presque toute son œuvre depuis, disons, 25 ans. C'est à peu près 25 ans de sa carrière qu'il donne à voir à ce moment-là. Il est donc un artiste reconnu. Sa carrière a connu une embellie dans les années 1880. Dans les années 1890, il est devenu l'un des sculpteurs français les plus importants, l'un des artistes français les plus importants. Il est reconnu comme tel. En 1900, il est, par exemple, l'un des chefs de file de la Société nationale des beaux-arts, qui est l'une des sociétés qui, avec le Salon des artistes français, rassemble les artistes en vue chaque année d'exposer leurs œuvres dans le système des salons que vous connaissez sans doute, qui est alors encore à une période où c'est une exposition importante. Le salon est une exposition annuelle qui dérive des expositions organisées depuis le XVIIIe siècle à l'origine dans le salon carré du Louvre, d'où ce type d'exposition tire son nom. C'est de là que viennent tous nos salons de l'automobile, du dessin et de tout ce qu'on voudra. Au XIXe siècle, on l'entend strictement dans une acception artistique. Rodin est donc l'un des plus éminents membres de la Société nationale des beaux-arts, l'une des deux grandes sociétés qui réunit les artistes. C'est un homme qui s'est constitué un réseau très impressionnant. Le musée Rodin conserve, les archives de Rodin conservent toute sa correspondance, en tout cas la correspondance qu'il a reçue, une partie des lettres qu'il a envoyées, des brouillons de ces lettres. C'est un volume de documents qui est vraiment tout à fait impressionnant, dans lequel on trouve tous les grands noms de l'époque, aussi bien en matière artistique que littéraire, que politique, mondaine, des relations en France, dans tous les pays d'Europe, dans une grande partie des pays du monde. En 1900, il n'est pas encore à ce stade-là.
C'est l'exposition de 1900 précisément qui va lui faire franchir ce dernier palier, qui va l'imposer comme l'un des plus grands artistes du monde. On pourrait parler d'une star au sens propre, quelqu'un qui est extrêmement connu, dont la vie intéresse les journaux. Évidemment, la situation est un peu différente d'aujourd'hui en matière médiatique, mais tout de même. C'est cette exposition de 1900 qui va lui faire franchir le dernier palier. Il est déjà à ce moment-là un artiste important, un artiste qui compte, dont on écoute les avis, dont on sollicite le soutien quand on est un artiste. Le voici dans une pose très, préconçue, photographiée par un de ses amis. C'est une photo presque officielle qui date de 1900, qui vous donne donc une image de l'homme, une image déjà assez composée. Ce n'est pas un artiste au travail, c'est un artiste qui se donne à voir dans son intérieur. C'est un artiste également qui donne à voir son œuvre et non pas seulement sa personne. Je vous ai dit que la carrière de Rodin connaissait un développement important dans les années 1880. Il participe très régulièrement au salon, à l'époque le Salon des artistes français, qui est le seul salon officiel. Il expose également, et notamment dans la deuxième moitié des années 1880, de plus en plus dans des galeries, dans un contexte privé. Ces galeries, vous en connaissez sans doute le nom, au moins la galerie Durand-Ruel, qui est connue pour avoir beaucoup défendu les impressionnistes, mais également la galerie Georges Petit, qui a été une galerie très importante à l'époque, et puis d'autres encore. Dans les années 1890, comme je vous l'ai expliqué, il est l'un des membres fondateurs de la Société nationale des beaux-arts, l'un des piliers de la section de sculpture. Le premier président de la section de sculpture, c'est Dalou. Une très belle exposition a été consacrée dans ce musée même l'année dernière à Dalou, dont le Petit Palais conserve un très important fonds d'atelier. Dalou est un ami de Rodin, du moins à leur début. Ils connaissent une brouille dans la deuxième moitié des années 1880. Au moment où se fonde la Société nationale des beaux-arts, Dalou est sans doute un peu devant Rodin en termes de notoriété auprès des artistes. C'est lui qui est le premier président de la Société nationale des beaux-arts pour la section de sculpture. Et puis Rodin le remplace très vite. Rodin s'impose en chef de file d'une sorte d'école indépendante, si vous voulez, en dehors du système académique. Et quand je dis académique, ça n'est pas du tout un terme dépréciatif, c'est un terme qui a une réalité assez précise. Le système académique, c'est le système de formation des artistes par l'école des beaux-arts, contrôlé par l'académie, par l'Institut. C'est un système qui a une réalité encore très forte à ce moment-là. Et comme je vous l'ai expliqué, Rodin est en dehors, et donc Rodin devient une référence pour les artistes qui veulent pratiquer leur art un peu autrement, en dehors des sentiers battus, en dehors des carrières, disons, très officielles. Même si Rodin est à sa manière un artiste officiel, il reçoit des commandes de l'État, il reçoit des commandes des villes. Il ne faut donc pas mélanger, si vous voulez, carrière officielle et carrière académique. Ce sont deux principes différents. Et puis Rodin commence dans les années 1890 à exposer également dans des manifestations plus personnelles et non plus dans un contexte de galerie comme précédemment. Il organise chez Georges Petit, donc dans une galerie avec Monet, une grande exposition en 1889 dans laquelle il présente déjà une sorte de rétrospective de son art à cette période, à défaut de présenter dans l'exposition universelle de 1889, déjà à Paris, des œuvres comme La Porte de l'Enfer ou Les Bourgeois de Calais, qu'il envisageait de présenter à ce moment-là. Il présente des œuvres en rapport avec ces grands projets chez Georges Petit dans un contexte privé, en association avec son ami Claude Monet. Et puis encore une exposition importante, toujours avec des amis artistes, Puvis de Chavannes et Eugène Carrière, à Genève en 1896. 3 ans après, en 1899, vous voyez qu'on s'approche, il organise sa première exposition personnelle. Il est là le seul artiste, une 60aine d'œuvres qui voyagent à Bruxelles, Amsterdam, Rotterdam et La Haye. Vous avez ici une image prise à Bruxelles dans la Maison d'Art, qui était un lieu privé, si je ne me trompe pas, un lieu d'exposition. Voici comment Rodin, en 1899, à Bruxelles, présente son œuvre. À ce moment-là, il a déjà en tête une grande exposition personnelle pendant l'exposition universelle de 1900. L'exposition de Bruxelles est donc une sorte de répétition, si vous voulez. Il peut tester là des solutions, des manières de présenter son œuvre, des rapports à faire entre différentes œuvres pour suggérer des liens, pour suggérer une évolution, pour suggérer des répétitions. Vous allez voir que c'est quelque chose de très important pour cette exposition de 1900 et pour l'œuvre de Rodin en général. Vous voyez aussi que tout se trouve un peu mélangé. On a aussi bien des bustes, ici ou là, que des grandes figures en pied. Ici, Ève, qu'on va retrouver. Le monument à Victor Hugo, dont il a présenté un projet en 1897 au Salon.
le penseur derrière, bien entendu. Et puis là-haut, d'autres œuvres présentées sur des colonnes qui dépassent. Une autre vue, toujours de cette exposition à Bruxelles en 1899. C'est assez sommaire comme présentation, pas de décor, des vitrines, des socles assez simples. Rodin teste des choses. Et puis c'est l'année d'après, en 1900, que vraiment il va donner la pleine mesure, si vous voulez, de la présentation de son œuvre au grand public. Voici où cette présentation va prendre place. Précisément là, nous sommes ici. Le musée Rodin aujourd'hui est quelque part par là-bas. On est dans un petit périmètre qui est le périmètre de l'exposition universelle de 1900. Vous voyez que le pavillon que Rodin fait construire place de l'Alma n'est pas dans le périmètre, il est juste à côté, tout proche d'une des entrées principales de l'exposition de 1900, avec évidemment l'autorisation de la préfecture de Paris. On ne s'installe pas comme on veut, comme ça, dans l'espace public. On ne connaît pas la raison précise Rodin n'a pas expliqué pourquoi il avait installé son pavillon précisément là. Cependant, il y a deux précédents intéressants, deux expositions personnelles d'artistes, des peintres en l'occurrence, pendant des expositions universelles, en marge des expositions universelles. Je vous les ai indiqués là-haut. Courbet, en 1855, qui organise une grande exposition déjà dans un pavillon qu'il a monté place de l'Alma. Courbet récidive en 1867 et Manet également la même année pour une exposition plus modeste, tous deux dans un pavillon temporaire, place de l'Alma, ce qui fait une sorte de continuité assez étonnante pour laquelle on n'a pas d'explication précise, mais c'est un emplacement qui doit s'avérer pratique. On peut signaler simplement que Rodin n'a probablement pas vu ces expositions. En 1955, il a 15 ans, il est trop jeune probablement. En 1967, il a 27 ans, mais il est encore un jeune apprenti, quelqu'un qui travaille dans divers ateliers. On n'a vraiment pas lieu de penser qu'il a vu ces expositions. La situation des artistes, Courbet et Manet, au moment de ces expositions personnelles, est aussi assez différente de la sienne en 1900. Juste un mot là-dessus. En 1855, Courbet a 36 ans. Il est un peintre déjà très connu. Il est hors concours au salon, ce qui veut dire qu'il n'a plus besoin de soumettre ses œuvres au jury. Il peut exposer quand il veut. Néanmoins, c'est un artiste turbulent qui s'est attiré des reproches de la part du pouvoir. Et si le pouvoir l'autorise précisément à installer un pavillon à cet endroit-là, de manière très officielle, c'est parce qu'on ne veut pas trop créer d'agitation, si vous voulez. Après tout, pourquoi ne pas le laisser exposer plutôt que de le poser en victime et de lui refuser cette autorisation? Courbet en profite, trop heureux, et c'est à cette occasion, comme un texte d'introduction à son exposition, qu'il rédige et qu'il publie le Manifeste du réalisme, qui devient un des textes fondateurs de ce courant artistique. Donc Courbet est un artiste beaucoup plus jeune que Rodin quand il fait son exposition personnelle, un artiste beaucoup plus établi aussi, même si il est dans une position de lutte avec le pouvoir. Pour Manet, c'est un peu différent. Il a presque le même âge quand il fait son expo en 1967. Il a 35 ans, beaucoup plus jeune que Rodin donc, mais lui est peu connu à ce moment-là. Il a été l'un des refusés les plus médiatisés, si on peut dire, du salon de 1863. Vous savez qu'il y a eu ce salon des refusés, qui a été un événement important pour l'affirmation d'une nouvelle forme d'art. Et Manet, qui n'a qu'une envie en réalité, c'est d'exposer au salon, c'est précisément de ne plus être un refusé. Manet donne à voir une 50aine de toiles et des eaux-fortes dans un petit pavillon qu'il fait construire lui aussi, place de l'Alma, pour donner à voir au public librement un échantillon de son œuvre. Donc deux artistes plus jeunes, l'un déjà très connu, l'autre pas encore. Rodin dans une situation différente, il est plus âgé, il est connu. Rodin se fait entrepreneur pour l'occasion. Il est obligé, bien entendu, d'entreprendre des démarches officielles. Il fait une demande de concession à la ville de Paris ou à la préfecture, je ne sais pas exactement, c'est peut-être la même chose d'ailleurs à l'époque, dès mars 1899. Il s'y prend donc plus d'un an à l'avance. La concession lui est accordée officiellement par le conseil municipal le 12 juillet 1999. Vous voyez que les procédures sont toujours un petit peu longues. Rodin s'organise, il a besoin de financement, bien entendu. On ne monte pas une exposition comme ça juste sur un coup de tête, il faut s'organiser. Il a la chance d'avoir, comme je vous l'ai dit, un réseau important, des soutiens importants. Il signe un contrat avec 3 banquiers qui sont aussi des amis et des collectionneurs de ses œuvres. Albert Kahn, dont vous connaissez sans doute le nom, Albert Kahn a fondé un grand collectionneur, un banquier, un philanthrope qui a donné son nom au musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Louis d'Horizon, qui est beaucoup moins connu.
qui était un banquier important, Johanny Pétel, qui n'est pas très connu non plus, qui était le directeur du Crédit Algérien, qui est la banque de Rodin, et qui est le collectionneur parmi eux, sans doute le plus important, le plus proche de Rodin. C'est Johanny Pétel qui prend un peu les choses en main, avec ses dons d'organisateur, de chef d'entreprise, si on peut dire. Et c'est lui qui... Rodin lui doit beaucoup, en fait, pour l'organisation de son pavillon. Chacun met 20 000 francs dans l'affaire, ce qui est une somme importante à l'époque, très importante, et Rodin 15 000 francs, un peu moins, mais tout de même une mise de fonds pas négligeable de la part de l'artiste. Il est prévu que les profits seront partagés, 50% à l'artiste, 25% ou 35% pardon, pour les 3 participants, les 3 banquiers, et 15% pour un autre associé, Eugène Druet, qui tient un restaurant, le Yacht Club, place de l'Alma précisément, qui est un ami de Rodin et qui est un photographe, qui va avoir la charge de recevoir les visiteurs dans le pavillon de l'Alma, d'organiser la surveillance, l'accueil, et qui expose également des photographies qu'il a prises des œuvres de Rodin. Il les expose dans le pavillon de l'Alma et il les vend. Et c'est lui aussi qui gère les ventes d'œuvres de Rodin pendant l'exposition. Donc il est normal qu'il soit associé aux bénéfices. Il faut un architecte, bien entendu, pour créer le pavillon. C'est Alexandre Marcel qui donne un premier projet architectural à la fin de l'été. Alexandre Marcel n'est pas un architecte très connu, il est cependant un architecte relativement important à l'époque. Il est l'auteur de, je crois, au moins 2 des pavillons officiels, le pavillon royal de l'Espagne et puis un autre dont je ne me rappelle plus, pour l'exposition universelle de 1900. Il est l'architecte également de ce qui est aujourd'hui le cinéma La Pagode. C'est un architecte qui s'est spécialisé dans, si vous voulez, les architectures d'inspiration exotique, très chargées, très décorées. Et puis peu à peu, Louis Sortet, un autre architecte imposé par Pétel, prend le dessus et devient un peu l'architecte d'opération, si vous voulez, celui qui dirige vraiment la construction. La dite construction s'étale entre l'automne 1899 et un printemps 1900 déjà très avancé. L'exposition universelle a ouvert le 12 avril 1900. L'exposition de Rodin n'ouvre que le 1er juin. Et en mai 1900, on pose encore des morceaux de la toiture, des fenêtres, on installe les œuvres pour que le 1er juin, tout puisse être inauguré. Vous avez ici à droite la carte officielle qu'on appelle la carte de service qui permet à Rodin de circuler dans l'exposition universelle et qui nous le montre sous un jour que je trouve assez sympathique avec un petit... on devine un sourire sous la barbe presque. Donc voilà, notre homme en 1900 a presque 60 ans, prêt à nous accueillir dans son pavillon. Le petit pavillon, voici l'allure qu'il a. Vous voyez que, vous vous rappelez sur le plan tout à l'heure, on est sur une parcelle, disons presque triangulaire, avec une pointe en tout cas qui donne sur la place de l'Alma. La pointe correspond à la rotonde que vous avez ici, le pavillon s'élançant derrière en forme de V si vous voulez. Cette rotonde à l'entrée, il y place une œuvre ici importante qui est un nu sans tête ni main qui dérive de l'un des bourgeois de Calais. Ce n'est pas à proprement parler une étude pour les bourgeois de Calais, c'est déjà une œuvre que Rodin a reprise pour la simplifier, phénomène très intéressant que nous allons voir tout à l'heure. C'est l'œuvre qui accueille les visiteurs de manière assez surprenante. Vous voyez qu'on est dans un type d'œuvre déjà très différent de ce que vous avez pu voir dans l'exposition 1900, au-dessus de nous. Rodin affirme déjà une particularité, si vous voulez, une forme de sculpture qui n'est pas la forme de sculpture la plus courante, loin de là. Ici, vous avez l'affiche qui accueille les visiteurs, qui donne les informations, ouvert tous les jours, sauf le lundi, je crois. 1 franc pour les visites en semaine, 5 francs pour les visites le vendredi, gratuit le dimanche, etc. Le pavillon sous un autre angle, qui vous donne un peu une idée de son développement, qui vous donne une idée également, cette vue vous donne une idée également du décor, relativement sobre, même si le pavillon est loin d'être dépouillé. Vous voyez qu'il y a des piliers, des pilastres, pardon, avec des chapiteaux, un entablement, des modillons, des petits pots à feu, un panneau ici, un fronton qui indique exposition Rodin. On n'est pas dans une architecture qui affirme une modernité fracassante, mais on n'est pas non plus dans une architecture très ornée, très décorée, pas Art Nouveau non plus. C'est une architecture assez sobre, disons un classicisme de bon goût en quelque sorte. Nous avons à Meudon, je vous reparlerai du musée Rodin de Meudon pour terminer, nous avons une maquette qui a été fabriquée par des élèves de l'école Boulle, je crois, en 2000, pour une exposition que le musée Rodin a organisée en 2001 au musée du Luxembourg, sur précisément l'exposition Rodin en 1900. On a consacré une exposition, presque 100 ans après, à cette grande exposition, à ce grand événement de la carrière de l'artiste.
La maquette a l'avantage de donner un peu en volume et en coupe la disposition du pavillon. Vous voyez que donc on a ici cette rotonde qui fait l'entrée, la forme en V qui se développe là, un grand espace ici où l'essentiel des sculptures est présenté, et puis des petites salles, des petits salons sur le côté, de part et d'autre de l'allée centrale qui mène à ce grand espace où sont la plupart des sculptures. Dans ces petits salons, Rodin a placé... Ici, on est dans le premier salon à droite, on est face au premier salon à droite, c'est le fantôme de Rodin sur une chaise que vous avez là. Rodin a placé quelques sculptures sur colonne ou au sol, et puis des dessins que vous voyez là dans des cadres, et des photographies de ses œuvres prises par Eugène Druet, comme je vous disais tout à l'heure. Donc d'emblée, Rodin propose une forme d'exposition qui n'est pas courante. D'une part, une masse de sculptures comme on en voyait rarement à l'époque pour un même artiste. 170 sculptures, en règle générale, on ne voyait cela que quand on allait dans l'atelier d'un artiste ou quand il y avait la dispersion d'un fonds d'atelier après la mort d'un artiste, qui était chose courante. On organisait souvent à ce moment-là, pour les artistes les plus officiels, une grande exposition à l'École des Beaux-Arts, par exemple, où on sortait tout le fonds d'atelier, parce qu'il fallait vendre tout cela, et ensuite tout était mis à l'encan, comme on dit. Donc c'était le moment où on pouvait, après la mort de l'artiste, faire un bilan, évaluer ce qu'avait été la production de cet artiste pendant sa carrière. Rodin le propose là, de son vivant. Et non seulement 170 sculptures environ, mais une centaine de dessins, plusieurs dizaines de photographies, tout cela mélangé, tout cela considéré comme pouvant se valoir, pouvant interagir, aussi bien les sculptures avec les dessins que les sculptures avec les photos d'autres exemplaires, les dessins par rapport aux photos, etc., etc. L'entrée est payante, je vous l'ai dit, 1 franc en semaine, 5 francs le vendredi. Je crois que le vendredi, c'est le jour particulier où Rodin reçoit les visiteurs. Mais là, je ne suis pas tout à fait certain, j'aurais dû vérifier ce point. Gratuit le dimanche. Et puis, Rodin fait des réductions aux étudiants. Il a un souci d'éducation, un souci de diffusion de son œuvre envers un large public, en vue de le former. Il a vraiment cette ambition-là. C'est quelqu'un qui a une conscience de sa valeur, de la valeur de son œuvre, de son importance, et qui estime que le public a le droit d'en profiter, et en particulier le public étudiant. Gratuit pour les journalistes, là on est plutôt dans le domaine de la stratégie de communication, et gratuit pour les artistes, les confrères, qui sont effectivement très nombreux à venir, aussi bien des artistes français que des artistes étrangers. L'exposition a eu un retentissement très important à l'étranger, j'y reviendrai. Rodin accueille les visiteurs, des conférences sont organisées par des amis, des critiques d'art, des littérateurs, Camille Mauclerc, qui fait une grande conférence et qui en tirera un livre, Charles Maurice, qui a été ou sera un secrétaire de Rodin, qui va l'aider pour la rédaction d'un de ses livres, plus tard, Les cathédrales de France. Edmond Picard, qui est celui qui avait organisé l'exposition de Bruxelles l'année précédente. Donc vous voyez qu'il est entouré, et il fait parler de son œuvre, tout simplement. Il l'a fait expliquer également par des gens dont il estime qu'ils parlent mieux que lui. Rodin est un homme qui n'a pas une éducation très poussée, n'a pas eu une scolarité très longue, qui en garde une forme de complexe, qui écrit à sa manière, en termes de grammaire comme d'orthographe, avec des fulgurances, de belles formules. On a vraiment de très très belles lettres de Rodin, et puis d'autres beaucoup plus bâclées, sous le coup de l'émotion souvent. On a ce sentiment-là, que l'émotion prend le dessus et qu'il contrôle mal l'écrit dans ces cas-là. C'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise à l'oral non plus, qu'on dit assez silencieux, qu'on dit assez discret, timide, mais qui par moments, dans une réunion, dans un dîner, va prendre la parole et sortir quelque chose que personne n'attend, mais qui s'avère tout à coup tout à fait frappant et intéressant. C'est quelqu'un qui se découvre à cette occasion-là un certain plaisir tout de même à parler de son œuvre et à accueillir les visiteurs, mais qui préfère laisser des gens qu'il estime plus capables, plus compétents, plus savants, Camille Mauclerc, Charles Maurice, Edmond Picard, qui préfèrent laisser donc ces littérateurs parler de son œuvre. Une petite vue pour montrer un peu mieux les salons, et puis vous devinez déjà quelques œuvres là qui sont présentées, donc toujours dans cette maquette à Meudon. Voici presque la même vue, je n'ai pas pu faire exactement la même, mais le Balzac, les pavillons, les salons ici. Voilà ce que ça peut donner. Beaucoup d'œuvres, vous voyez, surélevées, y compris le Balzac, qui est pourtant une œuvre déjà assez élevée, qui doit faire 3,50 m à peu près. Rodin développe ce système de présentation des œuvres sur colonne, et même parfois sur colonne et sur socle, ce qui nous donne quelque chose de très très élevé, sans doute assez peu stable, ça nous causerait aujourd'hui quelques inquiétudes,
sur des colonnes que vous voyez de type divers. Ici, des colonnes hautes sans chapiteau. Ici, la même colonne avec chapiteau. Ici, une petite gaine. Là, un simple socle. Il fait fabriquer également des chaises, un modèle de chaise particulier chez un ébéniste et un tapissier. Des chaises dont nous conservons quelques exemplaires qui servent toujours à accueillir les visiteurs à Meudon. Et puis, vous voyez qu'il fait tendre du tissu sur les murs, il fait tendre du tissu dans les salons. Donc, à nouveau, un souci de décoration modéré, de bon goût, sobre, mais un souci de décoration tout de même. Il s'agit de recevoir les visiteurs dans de bonnes conditions. Il présente le Balzac dans l'axe, ce n'est pas par hasard, j'y reviendrai tout à l'heure. Voici ce qu'il en dit lui-même. Il tenait beaucoup à ce que les œuvres soient présentées dans la lumière naturelle, tamisées par des voilages. Il a une formule assez belle rapportée par un journaliste qui donne un peu ce compromis, si vous voulez, cette alliance idéale. C'est le plein air et c'est l'abri. C'est-à-dire le plein air, on est dans cette mythologie de l'impressionnisme, de la peinture en plein air qui serait la seule possible. Il estime que la lumière naturelle, le plein air, est également la seule lumière valable pour une sculpture qui doit pouvoir être vue de tous côtés. Et c'est l'abri, c'est-à-dire que ces œuvres sont tout de même fragiles, qu'elles ont besoin d'être abritées, d'être ménagées, d'avoir une lumière pas non plus trop vive, donc cette lumière est tamisée par des voilages. Les murs sont tendus d'une toile de couleur paille, on n'est pas dans le blanc du white cube d'aujourd'hui, on est dans une couleur, là aussi, un demi-ton, assez sobre. Dans les salons latéraux, on nous décrit la couleur de l'étoffe comme étant d'un vert doux et crémeux, parsemé de couronnes. Je vous remets la photo, on devine un petit peu le motif de couronne, on le verra à d'autres endroits. On a la chance d'avoir beaucoup de descriptions, on a la chance d'avoir des photos déjà, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Je crois que pour les expos de Courbet et de Manet en 55 et 67, on n'a pas d'image. Pour celle de Rodin, la photo a pris une autre place dans la société. On a aussi beaucoup de commentateurs dans la presse, dans des lettres, qui décrivent leur visite. Et puis Rodin tient beaucoup à donner de l'espace aux œuvres. Je n'y entasserai point l'une contre l'autre mes œuvres, selon les errements déplorables du salon annuel. Une sculpture doit avoir autour d'elle une atmosphère, une certaine zone de liberté, permettant aux visiteurs de l'examiner sous tous ses aspects divers. Voilà le principe qui guide Rodin dans la disposition des œuvres. Ici, on est un petit peu plus tassé que ce qu'il entend, et on est un peu collé au mur également, mais ça c'est un problème qu'on a toujours quand on expose de la sculpture. On souhaite pouvoir tourner autour, mais assez vite l'espace se remplit et on s'approche des murs. Vous voyez qu'il prend des partis tout à fait étonnants. On a des rapports d'échelle assez inattendus entre, par exemple, le groupe du Golin ici et cette colonne sur laquelle il est posé. En fait, le chapiteau de cette gaine entre à l'intérieur de l'œuvre, les plâtres étant toujours creux. Ici, ce buste, le buste de Madame Fenaille, qui déborde largement devant le socle, avec un effet de déséquilibre très intéressant. Et puis, à l'inverse, des effets de rapport d'échelle inversé, un groupe tout petit sur une colonne, d'autres là, petits également sur des colonnes assez élevées. C'est une présentation que Rodin inaugure pour cette exposition-là. En 1899, il avait déjà placé des choses sur des colonnes, mais beaucoup moins nombreuses. Là, il systématise presque cette disposition. Nous avons la chance d'avoir pu conserver un certain nombre d'œuvres fixées sur leurs colonnes. Pour l'exposition de 2001 dont je vous parlais tout à l'heure, une recherche a été menée également dans nos collections. Nous conservions des colonnes sans œuvre, mais avec la trace de scellement et des numéros. Avec le catalogue de l'exposition et le rapport entre les scellements et certaines œuvres, on a pu reconstituer également certains assemblages, certaines présentations des œuvres de 1900. Continuons. Voilà un photographe, M. Bauche, qui a pris plusieurs photos à l'intérieur du pavillon, peut-être au moment du démontage. Vous voyez que certaines œuvres sont déjà couvertes et emballées. Il est possible qu'on soit là après la fermeture du pavillon, au moment où on commence à ramasser. Il n'empêche qu'on a une idée de cette présentation un peu hétéroclite, avec des œuvres qui dépassent, ici, ce masque de rose beurrée, la compagne de Rodin, posé sur une gaine et sur un socle. Et puis le Balzac, qui domine un peu toute l'exposition, qui est dans l'axe, comme je vous l'ai dit. À droite, on a des photographies, des dessins, et puis ce tissu vert à motif de couronne qui nous était décrit tout à l'heure. Une autre vue, qui nous montre cette fois une œuvre plus imposante, le monument à Victor Hugo, une œuvre assez récente, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis toujours ce phénomène de rapport d'échelle entre une petite figure, là, simplement posée, scellée sur une gaine. Vous avez des exemples d'œuvres sur gaine dans l'exposition, ici au Petit Palais. D'autres sur des colonnes beaucoup plus hautes, y compris des œuvres en pied. Regardez bien celle-ci.
cette figure qu'on appelle invocation sur une colonne. Je ne l'avais pas vue avant, mais je vous la montrerai tout à l'heure simplement sur le chapiteau. C'est-à-dire que l'œuvre a été conservée, le chapiteau a été coupé, la colonne n'a pas été gardée, mais l'œuvre a été gardée par Rodin sur le chapiteau. Vous la verrez plus tard. Entrons un peu plus dans le détail, et j'ai choisi de présenter les œuvres de manière un peu chronologique, ce que Rodin n'avait pas fait du tout. Tout était mélangé dans le pavillon de l'Alma. Il n'y avait pas de rapport clair entre les œuvres, peut-être des rapports qui lui étaient assez évidents ou qu'il souhaitait suggérer. J'ai choisi de vous présenter un peu les œuvres de manière chronologique pour vous donner une idée de la variété et de l'évolution également des œuvres que Rodin donne à voir. On commence avec des œuvres qu'on pourrait dire de jeunesse. On est déjà dans les années 1870, il a entre 30 et 40 ans. On est plutôt à la fin des années 70. Il est encore un artiste très peu connu. Il postule notamment pour des concours. Et plusieurs des œuvres que je vais vous montrer là sont des projets qui n'ont pas été retenus pour des concours. Une œuvre qui s'appelle Le départ des volontaires, un petit bas-relief en cire que nous conservons, dont on ne sait pas exactement pour quel projet il avait pu être préparé. En tout cas, on a déjà un modelé très animé, quelque chose qui n'est pas sans rappeler aussi bien le départ de volontaires de Rude pour le sujet que le grand bas-relief de Dalou, par exemple, Mirabeau répondant à Drebrézé, qui avait été présenté ici l'année dernière. On n'en sait pas beaucoup plus sur cet objet-là. Deux œuvres qui datent de 1879, qui sont des tentatives de Rodin pour des concours. Un concours là pour une figure de la République qui était destinée à l'hôtel de ville du 13e arrondissement. Rodin n'est pas reçu. Il envoie une figure, celle-ci, qui est décrite par une coupure de presse à l'époque comme certes, ce n'est pas la République aimable. Effectivement, c'est une œuvre qui ensuite a été rebaptisée Bellone. Donc voilà, ce n'est certainement pas l'image que la jeune République, enfin installée dans un système républicain en 79 précisément, avec le passage du Sénat enfin dans une majorité républicaine. Ce n'est certes pas l'image que la République voulait donner d'elle-même à ce moment-là. Et puis à droite, une œuvre qu'on appelle L'Appel aux armes, qui en fait était une proposition de Rodin pour un autre concours ouvert la même année, pour l'œuvre qui commémore la défense de Paris au rond-point de la Défense à Courbevoie. Son projet n'a pas été retenu. C'est un projet d'une très très grande puissance d'expression. Là aussi, il est assez évident que le jury, à l'époque, ne pouvait pas accepter une œuvre comme celle-là pour faire un monument public. C'est l'œuvre de Félix Barrias qui a été retenue, que vous pouvez toujours voir au rond-point de la Défense, un peu perdu sur le parvis. On aurait pu avoir cette chose-là si le jury on avait eu la possibilité. Mais on imagine bien que ça n'est tout simplement pas recevable pour l'époque. Il n'empêche que c'est une œuvre qui a eu un certain succès, dont Rodin était fier. C'est l'une de ses premières œuvres aussi puissantes. Là, il devient vraiment lui-même à la fin des années 70. Donc c'est une œuvre qu'il montre en 1900, de même que la Bellone à côté. Un génie de la guerre, en fait, qui appelle aux armes, qui appelle à la résistance, à la défense, et puis un guerrier nu avec une épée brisée ici qui s'affaisse, qui est blessé, mourant probablement. Tout à fait autre chose que le projet beaucoup plus classique, ce qui est normal pour un concours, proposé par Félix Barrias et que vous pouvez voir en place. L'œuvre qui fait basculer un peu le destin de Rodin, c'est celle-ci, c'est L'Âge d'airain, qu'il place là aussi dans son exposition, à la valeur rétrospective. L'Âge d'airain, Rodin le modèle quand il est encore en Belgique, il y passe l'essentiel des années 1870, et c'est l'œuvre par laquelle il espère s'imposer à son retour de Belgique, à Paris, en 1877. Malheureusement pour lui, l'œuvre passe assez inaperçue, il en est assez désolé, et il en fait toute une affaire, si vous voulez. On a vraiment des lettres qui témoignent de son désarroi à ce moment-là, des lettres qu'il envoie à Rose Beuret, sa compagne, qui est restée à Bruxelles pour encore quelque temps, dans laquelle il dit « Ma figure est mal placée, on recommence à parler de moulage sur nature, comme ça avait été le cas à Bruxelles. C'est une sorte de malentendu. La presse a été plutôt élogieuse à Bruxelles sur cette figure, dont on dit qu'elle a un modelé aussi rare que précieux, la vie. Effectivement, elle a un modelé très subtil, très animé. Et puis le même article, très, très positif, poursuivait en disant la part que le moulage sur nature peut avoir dans cette œuvre, nous n'avons pas à nous étendre sur cette question ou quelque chose comme ça. Et Rodin est très piqué. Il estime que c'est une accusation, qu'on fait de lui un sculpteur paresseux qui moulerait sur le corps plutôt que de modeler, et il entreprend de se défendre. C'est cette défense qui va faire parler de lui auprès des pouvoirs publics, auprès du secrétariat d'État aux Beaux-Arts au sein du ministère de l'Instruction publique, et qui va lui faire avoir des commandes assez vite dans le début des années 1880. C'est une œuvre qui est vraiment à la charnière de sa carrière. Le voici au début des années 1880.
Il participe au salon, en particulier avec ses bustes. Le buste de Jean-Paul Laurens en 1882 au salon. Jean-Paul Laurens, grand peintre, peintre d'histoire, qui, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, va donner l'une des 4 préfaces au catalogue de l'exposition Rodin en 1900 par l'intermédiaire d'une lettre. Rodin sollicite des amis, Claude Monet, Eugène Carrière, Jean-Paul Laurens, Albert Bénard, qui sont des peintres, vous l'aurez noté, pour proposer chacun une petite préface au catalogue qu'il publie pour son exposition. Un portrait assez inspiré par la Renaissance, de même que celui de Daloux, une sorte de nudité héroïque, des artistes inspirés qui regardent au loin, la bouche entrouverte ici, l'air très décidé pour Daloux. Cet exemplaire en plâtre est maintenant en dépôt au Petit Palais. Vous pouvez le voir dans la salle Daloux qui est pas très loin d'ici. Nous l'avons laissé en dépôt après l'exposition Daloux qui avait été organisée ici. Rodin expose ces deux portraits parmi d'autres. Il a beaucoup de portraits dans son exposition qui font parler d'eux. Un portrait beaucoup moins connu à l'époque, mais qui aujourd'hui a une résonance particulière, le masque de Camille Claudel, qui est le modèle au tout début où Camille Claudel entre dans son atelier en 1884. Et voici ce que ça donne en 1900. Nous n'avons pas reconstitué exactement dans l'exposition ici cette présentation avec un petit bras qui vient caler le cou sur la gaine. Nous avons simplement fait une fixation beaucoup plus solide et beaucoup plus sûre. L'artiste peut se permettre ce genre de choses, nous non. Mais voilà comment le masque était présenté en 1900, à une époque où la relation entre Camille Claudel et Rodin est totalement terminée, depuis déjà quelques années. Elle a duré en gros du milieu des années 80 jusqu'au début des années 90, avec des hauts et des bas, comme vous savez. À cette période, Camille Claudel commence à donner des signes de la maladie mentale qui va amener sa famille à la faire interner en 1913. Un portrait de l'autre ou l'une des autres femmes de sa vie, la plus importante probablement, même si la plus discrète, Rose Beuret, qui est sa compagne depuis le milieu des années 1860, et ce jusqu'à la fin de leur vie. Rodin épouse Rose Beuret en février 1917, en janvier, pardon, elle meurt en février, Rodin meurt en novembre 1917. Donc le mariage est vraiment à la toute fin de leur vie, ce sont deux grands vieillards. Mais voilà, une certaine fidélité, même si Rodin, évidemment, a eu beaucoup de relations avec d'autres femmes, mais il est toujours revenu vers Rose et Rose lui est toujours restée fidèle. Voici comment il présente l'œuvre, je vous l'ai montré tout à l'heure, la voici sous un autre angle. Sur cette haute colonne, Rose Beuret est presque gardienne de l'entrée de l'exposition, on pourrait presque dire ça, juchée sur ce double socle. Vous voyez qu'il n'hésite pas à présenter des exemplaires en plâtre. Les exemplaires en plâtre sont toujours tirés de moules. On voit ici ce qu'on appelle les coutures, qui correspondent en fait aux limites entre les pièces qui constituent le moule. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais simplement pour dire que ces traces, normalement, ces lignes en relief, sont arasées par le mouleur ou par l'artiste pour la présenter. C'est quelque chose qui ne gêne absolument pas Rodin, qui aime plutôt laisser les traces du travail. Et vous verrez que ça a une incidence sur un monument qu'il prépare à ce moment-là. Des œuvres qui datent cette fois du début des années 80, du milieu des années 80, qui s'inscrivent dans le contexte des recherches pour la Porte de l'Enfer, grande commande que Rodin a reçue en 1880. Le penseur, bien entendu, que vous connaissez, ici dans sa taille moyen modèle, 72 cm de haut, qui est la taille d'origine. On le verra tout à l'heure sur une photo dans la Porte de l'Enfer. Il est l'image de Dante, le poète, l'auteur de la Divine Comédie, dont Rodin s'inspire, au moins au départ, pour créer la Porte de l'Enfer. Et puis Hugolin et ses enfants, c'est un groupe très spectaculaire, très impressionnant, qui évidemment est en relation avec Carpeau. Il va y avoir une grande exposition Carpeau bientôt au musée d'Orsay. L'Hugolin de Carpeau est une œuvre très importante qui a marqué Rodin comme beaucoup d'autres. Il y en a ici un exemplaire en terre cuite, je crois. Rodin représente son Hugolin rampant sur le sol. Il a été enfermé avec ses enfants et ses petits-enfants pour cause de trahison. C'est Dante qui raconte cette histoire à la toute fin de l'enfer. On est là au plus profond de l'enfer, dans le dernier cercle, le cercle où on enferme les traîtres. Hugolin a trahi sa patrie et c'est pour ça qu'il est enfermé. Il va mourir de faim, comme ses enfants et ses petits-enfants, et le voilà qui rampe comme une bête. Il est devenu fou et il va dévorer en fait ses enfants. C'est une histoire qui a fasciné Rodin, comme beaucoup d'autres artistes, et donc il fait un groupe d'Hugolin et ses enfants pour sa Porte de l'Enfer. Autre recherche, toujours pour la porte, cette femme accroupie, qui est une image de Danaé, qu'on trouve dans le tympan de la porte, mais que Rodin expose là séparément, isolée.
Et puis, vous commencez à voir ici les prémices de l'assemblage, de la réutilisation de figures dont Rodin va se faire une spécialité, qu'on va voir beaucoup pour les œuvres plus tardives que Rodin expose en 1900. La femme accroupie, vous la retrouvez là, dans les bras de cette figure qui est l'homme qui tombe, également une figure créée pour la porte de l'enfer, et le groupe lui-même se retrouve lui aussi dans la porte de l'enfer. Donc on a à la fois, si vous voulez, les éléments et la combinaison dans la porte et dans l'exposition. Je vous montre beaucoup de plâtres. C'est l'une des particularités de cette exposition. Rodin n'y montre pas que des plâtres, mais essentiellement des plâtres, c'est-à-dire des œuvres dont on pourrait dire qu'elles sont en devenir. Ce sont des œuvres potentielles. Au salon, on expose des plâtres dans l'espoir d'avoir une commande. Et puis, quand on a la commande du bronze ou la commande du marbre, on réexpose l'œuvre achevée, le bronze ou le marbre, parce que c'est bien celle-là qui compte. Le plâtre, c'est ce qui permet d'avoir la commande. C'est, si vous voulez, un état transitoire de l'œuvre. En 1900, Rodin prend un parti différent. Pour lui, le plâtre est un matériau de travail, un matériau de la création et un matériau de l'exposition. Vous avez vu qu'en 1899, il exposait déjà beaucoup de plâtre. On avait une exposition très blanche. En 1900, il réitère ce choix et il l'affirme. Le plâtre, les assemblages en plâtre, les œuvres les plus personnelles, celles sur lesquelles il travaille dans le secret de son atelier, méritent d'être montrées dans cet état-là. Et puis, éventuellement, il indique le prix auquel il faudra, le prix qu'il faudra acquitter pour une version en bronze, une version en marbre, éventuellement. Pour ce groupe, par exemple, le Minotaure, qui est un peu plus tard dans les années 80, mais lui aussi dans le contexte des recherches pour la porte, même si ce groupe ne s'y trouve pas. On en connaît beaucoup d'exemplaires en plâtre, en terre cuite, je crois, en bronze, en marbre. C'est une œuvre qui a été beaucoup diffusée, qu'il a beaucoup offert à des amis. Par exemple, c'est le catalogue de l'exposition de 1900, rédigé par un critique d'art, Arsène Alexandre, qui nous le dit. Ce groupe, parmi les plus célèbres, est une des rares œuvres d'art contemporains qu'Edmond de Goncourt avait admise dans sa maison d'Auteuil. Et Arsène Alexandre reprend un texte de Gustave Geoffroy, autre critique d'art qui a beaucoup écrit sur Rodin. Et Gustave Geoffroy décrit ainsi le groupe. Une femme se défend contre un satyre avec des raideurs de bras, des allongements de jambes. Son visage se crispe dans la honte du contact de l'être velu et lipu, dans une colère entêtée. Voilà ce qu'on peut lire dans le catalogue de l'exposition de 1900. Ce qui est une interprétation très, très lyrique finalement, mais très juste, de la composition de ce groupe, qui montre, sous un prétexte allégorique, l'agression d'une femme par un homme. Et puis je vous ai mis juste en face l'exact contraire, c'est-à-dire l'agression d'un homme par une femme, sous un prétexte mythologique aussi. Cette femme est une faunesse probablement. Le groupe s'intitule Le Péché, et voici comment le catalogue le décrit. La femme s'accroche avec fureur à l'homme, qui résiste encore, mais déjà s'abandonne, avec une sorte de désespoir, le pauvre. Elle s'agrippe à ses épaules, lui passe autour du torse une jambe nerveuse qui l'enserre comme une liane. Il y a effectivement une véritable violence dans cet assemblage entre un corps féminin et un corps masculin. Si vous y réfléchissez, dans le baiser, ce groupe si célèbre, on n'est pas si loin d'une configuration comme celle-là, même si beaucoup plus chaste, mais allez le voir quand il sera revenu au musée Rodin bientôt. Dans le baiser, c'est finalement l'homme qui se cambre et qui résiste un peu, et puis la femme qui s'insinue, qui monte vers lui, qui vient chercher le baiser précisément. Ces rapports entre hommes et femmes, ces groupes, ces sujets, sans véritable... Quand je parlais tout à l'heure de prétexte mythologique, il est très léger. Il n'y a pas tellement de référence ici à un texte précis. Rodin donne une couverture mythologique en quelque sorte, mais bientôt il va carrément s'en libérer. Ce qui l'intéresse ici, c'est le rapport, c'est l'interaction entre les corps finalement, l'interaction entre les sexes également, qui est l'un de ces grands sujets d'exploration, d'inquiétude, de fascination. Autre genre, le monument public, avec les bourgeois de Calais, grand monument qu'il crée entre le milieu des années 80 et on pourrait dire le milieu des années 90, puisque le monument, qui est une commande de la ville de Calais, pour commémorer l'acte de bravoure de 6 bourgeois pendant la guerre de 100 ans, le monument est inauguré à Calais en 1895 seulement, alors qu'il est terminé dès 1889. Je ne détaille pas, je ne décris pas, c'est un monument très connu que vous pouvez voir en bronze au musée Rodin, tout à fait fascinant, une formule très originale de disposition des figures. Et Rodin le présente dans son exposition, presque au sol, comme il le souhaitait. C'était l'une des 2 dispositions possibles selon lui, presque au sol pour que nous, visiteurs, soyons presque un membre de ce groupe, ou en tout cas puissions marcher avec eux en quelque sorte, ou alors très, très haut, se détachant sur le ciel comme sur un échafaud, puisque là on les envoie tout simplement à la mort, même s'ils vont être épargnés par le roi d'Angleterre.
On passe dans les années 1890 avec des choses que Rodin expose. Celle-ci, ce petit bronze qui est aujourd'hui dans les collections du musée Rodin, appartient à l'époque à Giovanni Pettel, l'un de ces banquiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces soutiens de Rodin prêtent quelques œuvres, chacun de leur collection, pour l'exposition de 1900. Une petite maquette pour les monuments à Victor Hugo, et puis en face, une étude pour Balzac, une étude de torse avec une tête très sauvagement collée dessus. Vous voyez que cette œuvre est restée sur sa gaine, telle qu'elle était présentée en 1900. Nous en verrons des photos tout à l'heure. C'est l'un des cas où nous pouvons nous faire une idée précise de ce à quoi ressemblait la présentation des œuvres. Autre cas, vous l'avez vu tout à l'heure sur une image, ce buste de Madame Fenaille qui dépasse devant la gaine. Une présentation très très intéressante. On a là une certaine fluidité, quelque chose qui n'est pas sans faire penser à l'Art Nouveau, effectivement, même si Rodin reste toujours en marge de ce mouvement. Et puis, je vous avais parlé tout à l'heure d'invocation sur son chapiteau. On avait tout à l'heure l'œuvre sur sa colonne. Le chapiteau a été coupé, mais Rodin a conservé l'œuvre sur chapiteau. Il devait trouver qu'il y avait là une présentation, une manière d'isoler la figure, de la mettre en valeur, tout à fait intéressante. Et effectivement, elle prend, en plus, en étant surélevée, elle gagne encore dans ce mouvement ascensionnel qui est le sien, avec les bras levés. Vous voyez que pour ce qui est du canon féminin, Rodin est sur un canon beaucoup plus fin que ce qu'on voit d'habitude, beaucoup moins gras, beaucoup moins rond, si vous voulez. On peut dire ça, je crois. Quelques œuvres, alors que j'ai réunies parce qu'elles sont taillées. Il n'y a pas que des plâtres dans l'exposition. Il y a également des marbres et des pierres. Ces deux-là, je les ai réunies parce qu'elles sont taillées par un praticien que vous connaissez, qui s'appelle François Pompon, qui deviendra un sculpteur animalier très célèbre, mais qui commence dans les années 90 par travailler pour Rodin. Rodin s'entoure de nombreux praticiens pour tailler ses marbres. Pompon est l'un d'eux, Bourdelle également, à partir de 1893 et jusqu'en 1906 ou 7, principalement. Voilà deux œuvres que Pompon taille pour Rodin, à partir de modèles que Rodin confie. Ici dans une pierre de tonnerre, une pierre assez tendre, là dans un marbre gris, dont vous voyez qu'il a la réutilisation sans doute d'une sorte de balustre pour une balustrade ou quelque chose comme ça. Cette œuvre nous est décrite dans le catalogue de l'exposition de 1900. Je n'ai pas noté toutes les descriptions, mais celle-là est intéressante. Elle s'intitule « Le sculpteur et sa muse ». Il y a donc là une analogie, une projection presque de l'artiste dans son œuvre, quelque chose qui nous parle de sa manière de faire. Plongé dans une contemplation intérieure, le sculpteur est assis, son coude appuyé sur un genou et la tête reposant sur sa main. Une muse s'est approchée de lui dans un vol caressant. Elle vient des hauteurs. Ses formes souples semblent onduler au gré de la brise, et rien n'est plus chastement voluptueux que cet enlacement de lignes, cette étreinte passionnée figurée par deux corps qui ne se touchent pas. On aurait une belle analyse de style à faire sur cette description qui multiplie les oxymores, les paradoxes. En tout cas, c'est une composition très étonnante, très originale. Vous voyez que le sculpteur est nu, c'est une image allégorique. Il est recroquevillé sur lui-même dans une pose qui n'est pas sans rappeler le penseur un peu. Et puis Rodin lui a donné cette tête qui dérive de L'Homme au nez cassé, l'une de ses premières œuvres, dans laquelle on a vu un rapport avec le portrait de Michel-Ange par Daniele da Volterra. Donc vous voyez qu'il y a un nombre de choses qui s'accumulent dans cette œuvre en rapport avec la sculpture et l'histoire de la sculpture qui est tout à fait intéressant. Et puis cette figure de muse, c'est une figure qu'on connaît par ailleurs, que Rodin réutilise dans divers assemblages, qui se tient le pied et qui semble descendre du ciel pour venir lui parler à l'oreille. Une toute autre expression ici, beaucoup plus dramatique, avec la pleureuse, mais je ne vais pas m'apesantir trop parce que le temps passe. Un autre genre d'œuvre que Rodin montre beaucoup, ces petits assemblages, ces petits bricolages à partir d'œuvres existantes dont il fait tirer des exemplaires des moules par ses mouleurs. Et vous voyez qu'il les assemble de manière assez brutale, avec du plâtre frais, des morceaux, des fonds de cuvette, comme on dit. Il place tout ça sur des colonnes. Et ici, voilà ce que ça donne, avec un rapport d'échelle tout à fait étonnant. Cette colonne n'est pas très haute, elle fait 1,20 m, 1,50 m de haut, mais le groupe est vraiment tout petit, haut comme ça à peu près. Et du coup, on a un rapport d'échelle tout à fait sidérant. On a l'impression qu'ils sont perdus tout là-haut dans une immensité, alors qu'en fait, ils sont presque à notre hauteur. Même chose ici, avec une petite figure qui dépasse largement de cette colonnette sur laquelle elle est posée. Cette œuvre est exposée actuellement au musée Rodin. Elle fait à peu près cette hauteur-là. Ça m'a toujours fait penser à un stylite, ces philosophes de l'Antiquité qui s'isolaient sur une colonne pour méditer. On a presque l'impression que cette petite figure, la sphinge, est là pour haranguer, pour parler aux mortels qui sont en bas.
Et puis cette utilisation de la colonne, Rodin l'intègre à une de ses œuvres les plus récentes, les plus intéressantes, qui s'appelle La Tour du Travail, que nous exposons à Meudon actuellement. Vous voyez qu'il y a au centre une grande colonne qui n'est pas sans rappeler la colonne Trajane à Rome, avec des bas-reliefs qui se déroulent tout autour, ou la colonne Vendôme également. Et puis il l'inscrit dans un grand escalier qui, lui, s'inspire plutôt de l'escalier de Blois, beaucoup de références artistiques et historiques chez Rodin. Il y place des figures qui sont des allégories de la nuit ici, du jour là, les bénédictions là-haut, qui en fait se penchent sur le monde en bas, et ces bénédictions sont les bénédictions du travail. C'est un monument au travail, et non pas aux travailleurs. C'est en cela, entre autres, que Rodin se distingue de Dalou ou de Meunier. Rodin est plus symboliste, si on pourrait dire, en tout cas il est plus dans les grandes idées. Dalou étant plus, il a une conscience sociale, un intérêt pour les questions sociales beaucoup plus intéressant, important que Rodin. Et Rodin répartit le travail d'une manière qui lui est très personnelle. Par exemple, sans entrer dans les détails, mais dans la crypte, il y a tous les métiers souterrains, les mineurs, et puis aussi les scaphandriers. On n'attendrait pas forcément les scaphandriers dans un monument au travail, mais après tout, pourquoi pas. Et puis Rodin montre des œuvres très récentes. On est là vraiment sur ce qui fait le plus débat, avec beaucoup d'acclamations quand Rodin montre au Salon de la Société nationale des beaux-arts en 1897 son monument à Victor Hugo, commandé au début des années 90, et à l'inverse, une grande polémique de farouches partisans de son Balzac, mais également de très farouches opposants. On estime que Balzac est défiguré, trahi. La Société des gens de lettres, qui a commandé le Balzac au début des années 90, à peu près en même temps que le Victor Hugo, ne reconnaît pas le Balzac qu'elle voulait honorer dans ce visage en particulier, et elle refuse le monument quand Rodin l'expose en 98. C'est une vraie polémique qui en plus se superpose à l'affaire Dreyfus, qui à ce moment-là est dans l'un de ses rebondissements. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour vous dire que c'est une œuvre qui, pour Rodin, il le dit lui-même, c'est le pivot de son esthétique. Son esthétique change avec cette œuvre, elle évolue, elle bascule, il ose beaucoup plus de choses. C'est une œuvre aussi qui le met vraiment dans la fureur médiatique. Les journaux sont pleins de prises de position très en faveur ou très contre le Balzac. C'est une œuvre que finalement il retire, dont il dit qu'il la garde pour lui, mais il l'expose en bonne place, dans l'allée centrale, dominant vraiment les visiteurs qui viennent voir l'exposition de 1900. C'est une œuvre qui d'ailleurs, à ce moment-là, est à nouveau discutée. On est déjà dans un contexte un peu plus apaisé, et l'œuvre commence à s'imposer. Il faut signaler pour finir que les premières fontes de ce monument très important dans l'histoire de la sculpture moderne, les premières fontes en bronze, ne seront faites qu'après la mort de Rodin dans les années 30. Vous en avez un des premiers exemplaires, boulevard Raspail, à Paris. Des œuvres encore très étonnantes, très récentes. L'Iris, messagère des dieux, qui est présentée au musée Rodin, une des œuvres les plus originales, presque les plus provocantes, même si ce n'est absolument pas l'idée de Rodin au départ. C'est une recherche pour le monument à Victor Hugo. C'est l'une des muses de Victor Hugo, si vous voulez. Voici comment elle est décrite dans le catalogue. C'est une puissante recherche de nu, un fragment qui respire et se meut, d'un mouvement audacieux, c'est le moins qu'on puisse dire, une jambe écartée, sa main tenant le pied dans une sorte d'envolée frémissante. Alors là, on sent que le critique Arsène Alexandre a pris des pincettes. Envolée frémissante, effectivement. On pourrait dire qu'elle saute à la face du visiteur et elle met son sexe en avant. C'est vraiment ça qui se passe. Rodin, qui plus est, ne dissimule rien. On n'est pas dans la sculpture, disons, néoclassique, où le sexe féminin n'est pas masqué par un tissu, par une feuille ou je ne sais quoi, mais il est simplement lisse. Il est présent, mais lisse. Chez Rodin, pas du tout. Les choses sont décrites comme elles doivent être décrites. À côté, une autre œuvre fragmentaire qui a une histoire très intéressante, L'homme qui marche, que Rodin présente pour la première fois en 1900 sur une colonne très haute, comme une étude pour Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, c'est l'une des œuvres qui manque dans l'exposition de 1900. Rodin ne l'expose pas. Il l'a créée en 1879-80. En revanche, il reprend dans les années 80 un torse de l'étude pour Saint Jean-Baptiste qu'il a retrouvé dans son atelier en très mauvais état. Vous en avez la seule fonte du vivant de Rodin se trouve au Petit Palais, dans la salle consacrée, dans l'espace où les œuvres de Rodin sont montrées. Une très très belle fonte qui a une histoire compliquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais allez la voir, regardez-la de près. C'est une œuvre très étonnante, presque un antique instantané. C'est ce qui fascine Rodin, cet état de décrépitude. L'œuvre est fissurée, il lui manque des éclats, comme un antique qu'on aurait retrouvé dans la terre, mais c'est sa propre œuvre qui n'a guère que 10 ans et qu'il fait fondre en bronze en l'état, en proclamant qu'elle est valable comme ça.
Et puis ce torse, il le réutilise, un autre exemplaire, il lui ajoute des jambes, qui sont aussi des jambes de l'étude pour Saint Jean-Baptiste, et il en fait cette figure tout à fait étonnante, qui sera appelée plus tard l'homme qui marche, qui s'appelle encore pour l'instant Saint Jean ou quelque chose comme ça. Il ne s'est pas détaché complètement du Saint Jean pour lequel il n'est pas une étude, mais dont il résulte. Ce sont des morceaux de l'étude pour Saint Jean qui sont recomposés après coup. C'est vraiment une façon de faire très caractéristique de Rodin. La dernière question que j'aborde pour les sculptures, avant de parler des autres œuvres présentées, c'est la question de l'inachèvement, ou plutôt de la décision qu'une œuvre est achevée. Et je vous montre là Ève, qui est une œuvre que Rodin crée dans cet état en 1881, qu'il laisse en l'état, parce que son modèle ne peut plus poser. Enfin, il y a une part de légende là-dedans probablement, mais c'est une œuvre qui en 81-82 est inachevée et qu'il garde dans son atelier, qu'il n'expose pas, qu'il fait fondre en bronze pour la première fois en 1897. Et c'est l'un de ses tout premiers bronzes qui appartient à un peintre ami, Duhem, qu'il expose en 1900. C'est la première fois qu'il l'expose, presque en 1899, il l'a exposé en plâtre. Mais il l'expose dans cet état. Il ne l'a pas retouché depuis 1881. Simplement, à cette date-là, il considère que dans cet état-là, inachevée si l'on veut, elle est suffisamment aboutie, suffisamment puissante, suffisamment expressive. Elle a une qualité de modelé qui fait qu'elle est une œuvre qui se suffit à elle-même, qu'elle est aboutie à défaut d'être achevée, si vous voulez. Il l'expose donc. La même question peut se poser pour La Porte de l'Enfer, qui est l'œuvre que tout le monde attend en 1900. Elle a été commandée à Rodin en 1880, 20 ans avant, pour servir de porte à un musée des arts décoratifs qu'on voulait créer à l'époque. C'est une commande de l'État. Et puis Rodin y travaille énormément dans les années 80. Le projet de musée des arts décoratifs tombe à l'eau, au moins pour un moment. Donc La Porte aussi. Rodin la laisse de côté largement pendant les années 90. Mais quand il conçoit le projet d'une grande exposition personnelle, évidemment, il faut montrer La Porte. C'est la seule fois dans toute sa carrière où il va montrer au public La Porte de l'Enfer. Voici comment elle apparaît au catalogue, puisque le catalogue, dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, comprend quelques photos d'œuvres prises avant l'exposition. Il montre bien une partie de La Porte de l'Enfer, c'est le tympan, où vous reconnaissez le penseur, les trois ombres là-haut, l'homme qui tombe dont je vous ai parlé, la femme accroupie est juste là, je suis belle, le groupe est juste ici, etc., etc. Voilà ce qu'il reproduit au catalogue. L'intention de Rodin, c'est bien de montrer La Porte de l'Enfer complète, achevée, avec toutes ses figures. Mais ce qu'il montre en réalité, pour une raison qu'on a du mal à expliquer, c'est ça. C'est une photographie de l'époque. Et vous voyez que pas de penseur, pas d'homme qui tombe, pas de femme accroupie. Toutes les figures qui sont en saillie, qui doivent être rattachées à la structure qui, elle, a été montée, toutes les autres figures, à l'exception des trois ombres là-haut, n'ont pas été installées dessus. Et on n'a pas d'explication très probante pour ça. On a dit que Rodin avait manqué de temps. En même temps, rien ne l'empêchait de continuer à faire installer pendant l'exposition. On a dit qu'il avait une tendance à aller vers l'abstraction, par exemple, et à simplifier la forme. Oui, peut-être, mais il n'empêche que ce qu'il voulait montrer, c'était la porte complète, celle qu'il reproduit au catalogue. Il a fait travailler des mouleurs pendant une année presque complète pour préparer une épreuve complète de la porte. Et ce qu'il montre, c'est ça. Et on n'a pas d'explication précise. Les premiers articles qui paraissent après l'ouverture de l'exposition, au début juin, décrivent la porte comme si elle était complète, comme si les figures y étaient. Or, elles n'y sont pas. Et ça n'est que quelques temps après que les journalistes commencent à décrire la porte comme elle est. Peut-être que les premiers commentateurs se sont dit « ça n'est qu'une question de temps, les figures vont être fixées dessus, et puis elles ne le seront jamais ». Donc la seule fois où Rodin montre sa porte de l'enfer, c'est dans cet état-là. Après quoi, elle sera ramenée à Meudon, reconstituée à la toute fin de la vie de Rodin, et les premières fontes, là aussi, vont attendre les années 1920. C'est un peu le clou de l'exposition, mais c'est un clou qui est étonnant, décevant, bizarre, difficile à expliquer, mais voilà, c'est tout à fait dans la manière de faire de Rodin, finalement. Je vous montre maintenant, et ça ira plus vite, quelques photographies d'œuvres que Rodin expose. Ici, je vous ai mis un exemple d'un plâtre qui est dans nos collections, qui n'a pas été exposé en 1900. Voilà ce qui a été exposé en 1900. C'est un plâtre de travail qui nous est connu par la photographie. La photographie est exposée. Ce plâtre de travail, c'est un modèle de mise au point qui sert à tailler un marbre ou une pierre. Et Rodin en fait exposer la photographie. Il doit lui trouver des qualités particulières. Les traces du travail, comme je vous l'ai dit, sont quelque chose qu'il aime beaucoup montrer. On retrouve ici des photographies exposées en 1900. Ce ne sont pas, si vous voulez, des images des œuvres qui sont exposées, c'est bien cette image elle-même qui est exposée. Des photos de Jean Limet, qui était un patineur et un photographe amateur, d'Eugène Druet, qui est cet homme qui accueillait les visiteurs au pavillon de l'Alma. Ici, je vous ai mis un exemple de photographie
qu'on reconnaît. Alors, je ne vois pas très bien, mais je crois qu'elle est là. C'est celle-ci. Ça vous donne une idée de l'échelle. Ce sont des agrandissements photographiques en fait, que Jeanne Druet a fait à partir de photos d'œuvres de Rodin qu'il a prises. Et les voilà qui entourent des sculptures, des dessins, comme je vous l'ai expliqué. Donc une sorte de mise en abîme de l'œuvre finalement. Les œuvres sont présentes et les images de l'œuvre sont présentes également. Eugène Druet est un photographe amateur, mais très intéressant, qui se permet des mises en scène que les photographes professionnels ne se permettent pas. Ici, il prend 2 bronzes, un bronze du désespoir et un bronze de la petite main crispée, qu'il met en scène dans une couverture, comme si elles émergeaient du fond. Il en donne une vision très personnelle, à laquelle Rodin, si vous voulez, n'a pas participé, mais il en fait sa propre œuvre. Et ces photos-là sont montrées avec l'accord de Rodin en 1900. Quelques dessins pour finir, puisque Rodin en montre beaucoup. À la fois des dessins de ses débuts, ce qu'on appelle les dessins noirs des années 1880, qui participent aux recherches pour la porte de l'enfer. Je vous en montre un exemple. Ils sont difficiles à identifier parce qu'ils sont petits, on les voit mal sur les photos, et souvent ils étaient montés à plusieurs dans un même cadre, et on n'a pas pu retrouver de traces. Dans d'autres cas, pour des dessins beaucoup plus récents, Rodin change de style, en fait, au milieu des années 1890, et ce qu'il expose surtout en 1900, c'est ce type de dessin. Vous voyez qu'on est dans une technique très différente. Ici, quelque chose de très sombre avec des contrastes importants, au lavis, des petits formats, là des formats plus grands, au crayon, avec des aplats d'aquarelle beaucoup plus légers. Et puis des annotations quelquefois qui nous donnent une idée de ce que Rodin avait en tête. Très rarement des titres, mais des annotations qui signalent que là, il voit un ange déchu. Il a ajouté des petites ailes derrière. Ici, un soleil qui se couche, ça pourrait être des ailes également, ou des rayons, comme si cette femme était le soleil elle-même qui décline, qui descend. Là, je vous ai montré un exemple de ce travail de fourmi qu'il a fallu faire à la fin autour de 2000 pour préparer l'exposition de 2001, pour retrouver des fonds de carton qui correspondaient à des dessins et qui donnaient des renseignements sur les expositions. Vous voyez que celui-là, il a beaucoup voyagé. Il est présenté dans l'exposition du pavillon de l'Allemagne en 1900, également en 1907 dans la galerie Bernheim-Jeune, également, je ne sais plus où, je crois que c'est là, à la galerie Hugo Heller à Vienne en 1908, je crois. Il y a la douane italienne quelque part. Je crois qu'il a voyagé dans 6 ou 7 expositions entre 1900 et 1908. Rodin a beaucoup expédié ses œuvres à ce moment-là. Et puis, en 1900, le titre qui est donné par le catalogue, c'est « Femme au châle vert ». En 1908, le titre est différent, c'est « La cigale ». On le voit indiqué ici. Pour quelle raison? Je ne peux pas vous le dire, on n'en sait rien. Mais de la même manière que pour ces sculptures, il est tout à fait prêt à les réutiliser, à les reprendre, à en modifier l'expression. Pour les dessins, les titres peuvent changer au gré des humeurs et une même forme peut signifier plusieurs choses. Ici, quelques exemples de dessins au lavis, avec l'élément aquatique par exemple ici, et ce titre, un écueil, très intéressant. Je passe parce qu'il va être temps de conclure. Sirène sortant de l'eau, on est toujours dans cet élément aquatique. Et vous allez voir que, de même qu'en sculpture, Rodin réutilise un motif pour l'assembler à un autre. Ici, c'est la même figure féminine qu'il assemble à cette figure masculine qu'il intitule Eros. Le titre de 1900 est là, Eros de figure. Le même titre pour un autre assemblage du même Eros et d'une autre figure féminine. Et puis encore une autre figure féminine et le même Eros à une femme. Vous voyez que les titres importent peu, mais c'est ce travail de variation, de série, qui fascine Rodin et qui nous fascine aujourd'hui. Quelques mots pour finir sur les retombées, la manière dont ça s'est passé, dont ça a été reçu. C'est un vrai triomphe. Les visiteurs ne sont pas très nombreux, Rodin le dit dans des lettres à des amis. En revanche, il a une presse extrêmement favorable, extrêmement nombreuse. Dans nos archives, nous conservons environ 600 articles parus entre l'ouverture de l'exposition en juin et, disons, le début de l'année 1901. 600 articles, plus d'un par jour largement. Et des articles français, allemands, italiens, anglais, américains, etc., etc. Je passe un peu sur le catalogue, je vous en ai parlé tout à l'heure. Une des choses très importantes pour Rodin, c'est qu'à la différence de Courbet et de Manet, lui rentre dans ses frais. Il peut rembourser les investisseurs qui ont investi avec lui et il bénéficie de commandes très nombreuses, de collectionneurs étrangers en particulier, qui, par exemple, il reçoit la commande de 2 exemplaires en marbre du baiser, identiques à celui que vous connaissez du musée Rodin. Un pour un collectionneur anglais, qui se trouve aujourd'hui à la Tate Moderne à Londres, un autre pour un collectionneur danois, qui se trouve à la Nickersberg Glyptothek à Copenhague. Ça, ce sont des commandes extrêmement rémunératrices pour lui. Je crois que c'est 20 000 francs chacun, donc l'équivalent de ce que chacun des investisseurs a mis.
Et voilà, ce sont des commandes qu'il livre dans les années qui suivent, mais qui lui rapportent beaucoup d'argent. Rodin, à partir de ce moment-là, devient non seulement un artiste très connu, il l'était déjà, il s'impose complètement comme l'un des artistes les plus célèbres du monde, mais il devient aussi quelqu'un qui bénéficie d'une vraie aisance matérielle. Il a été un peu dans la pauvreté dans ses débuts, puis il a connu une carrière honorable. À partir de 1900, les rentrées d'argent sont très, très conséquentes. Il en tire des leçons et il multiplie les expositions personnelles. Je vous montre ici quelques images d'une exposition qu'il fait 2 ans après, à Prague, où vous voyez que les mêmes dispositifs de colonnes sont repris, dans un contexte un peu plus décoré, plus moderne aussi en matière de décor et d'architecture. Une exposition très importante. Rodin est reçu presque comme un dieu en Bohème. Il fait toute une tournée triomphale, il est reçu par des associations d'artistes, il est promené dans la ville de Prague. Voilà ce que ça peut donner. Beaucoup de dessins également. Le portrait de Dalou ici, de Falguière-là, de Rochefort. Un décor un peu plus chargé aussi, avec des végétaux, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui dans les expositions. Voilà toujours Prague. Et puis le pavillon de l'Alma, lui, a été démonté. L'exposition a fermé en novembre. Rodin aurait aimé que le pavillon reste en place et devienne une sorte de musée. Et puis ce n'est pas possible. Il avait eu une concession, vous en rappelez, de la part du conseil municipal, et il devait avoir libéré les lieux au 1er février. Finalement, il ne part que début mars. Le pavillon est remonté dans sa propriété de Meudon. Vous le voyez ici. La photo est un peu postérieure, puisque ici vous avez la façade du château d'Issy-les-Moulineaux, dont Rodin a racheté des éléments qu'il a fait remonter dans sa propriété aussi, autour de 1909. Donc la photo est sans doute de 1909. C'est plus bucolique qu'aujourd'hui, bien entendu, mais vous y êtes les bienvenus. Le musée Rodin de Meudon dépend du musée Rodin de Paris, c'est la même institution. Le musée est ouvert les vendredis, samedis et dimanches après-midi, toute l'année maintenant, à partir de 13h. Le pavillon de l'Alma n'existe plus. Un autre bâtiment a été construit ici, je vous en montrerai des photos tout à l'heure, mais vous pouvez visiter également la maison de Rodin, que voilà. Le pavillon est construit très près de la maison, comme on le voit sur cette autre vue, c'est tout proche. Vous voyez que des cartes postales sont éditées, le musée et la maison du sculpteur Rodin, à Issy-les-Moulineaux, ce qui n'est pas tout à fait juste. Et puis une vue de l'autre côté, alors la photo est très floue, j'en suis désolé, mais ça vous donne une idée de la raison pour laquelle on appelle dans la presse, toujours un peu lyrique à l'époque, on appelle la propriété de Rodin à Meudon l'acropole du dieu Rodin, si vous voulez. C'est effectivement un lieu élevé, avec quelque chose qui a une allure de temple. Vraiment, on a des descriptions de cet ordre-là. Et on va rendre un culte presque au grand homme, là-haut, sur sa colline de Meudon. Le voici. Vous voyez que le bâtiment a été modifié. Il n'y a plus cette rotonde à l'entrée, mais il y a un péristyle assez imposant. La maison est juste derrière. J'avais une autre photo presque identique avec Rilke, le poète autrichien qui a été son secrétaire, mais je ne l'ai pas mise. Voici ce que Rodin présente dans le péristyle, des œuvres de ses collections. Je vous ai dit qu'il avait des moyens. Il achète de plus en plus d'œuvres. On a fait une exposition récemment sur Rodin et l'antique qui montrait beaucoup d'œuvres de ses collections et son rapport à l'antique. Il mélange allègrement des colonnes, des œuvres de ses œuvres à lui, des choses qui proviennent de l'exposition universelle qui sont des moulages de Bouddha, etc. Et puis à l'intérieur, je passe rapidement, mais voilà, ça devient une sorte d'atelier, de lieu d'exposition, de choses, de lieux de travail, de lieux mondains, de lieux de réception. C'est un peu tout ça. Mais c'est un lieu vraiment fascinant. On a des descriptions tout à fait incroyables de cette forêt de plâtre, de cette lumière blanche éblouissante qui envahit l'espace et qui éblouit les visiteurs. Vous y retrouvez L'homme qui marche sur colonne, le Balzac, enfin toutes les œuvres qu'on a vues tout à l'heure. Et puis de nouvelles également. Voilà. Le musée Rodin aujourd'hui, le pavillon de l'Alma a été détruit. Il était précisément là. Et ce bâtiment a été construit parce que le pavillon de l'Alma se désagrégeait, tombait en morceaux. Le musée Rodin, institution créée sur la volonté de Rodin par des donations à l'État en 1916, le musée Rodin qui prend la suite de Rodin, qui meurt en 17, le musée, à la fin des années 20, décide de faire détruire le pavillon de l'Alma, non sans avoir fait construire auparavant, grâce à l'argent d'un mécène américain, Jules Masbaum de Philadelphie, un nouveau bâtiment, un nouveau pavillon, que beaucoup de visiteurs imaginent être le pavillon de l'Alma. Mais non, le pavillon de l'Alma n'existe plus. En revanche, nous faisons notre possible pour évoquer ce que pouvait être l'atmosphère du pavillon de l'Alma dans le musée Rodin à Meudon, sur cette grande estrade, en présentant de très nombreuses œuvres en plâtre, puisque c'était ce que Rodin montrait le plus, et en présentant la porte de l'enfer dans son état de 1900. Je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci
remercie infiniment pour cette passionnante conférence. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bonjour, merci pour la qualité de votre exposé. Vous nous avez parlé des pavillons de Courbet et de Manet également en 1855 et 67, alors qu'ils étaient très peu connus, si j'ai bien compris. Le financement se faisait comment à ce moment-là? Parce que Rodin, on a compris qu'il y avait des banquiers solides derrière lui, mais pour monter un pavillon même temporaire, il fallait avoir des assises assez solides, non? Tout à fait. Alors je pense que les pavillons coûtaient peut-être moins cher, peut-être qu'ils étaient moins ambitieux. Encore une fois, je n'en ai pas d'image. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas travaillé plus que cela. Mais pour l'exposition de 2001, il y a un article dans le catalogue qui fait le parallèle avec Courbet et Manet. Je crois que Courbet et Manet se sont financés eux-mêmes. Peut-être se sont endettés. Manet, en tout cas, vient d'une famille de la haute bourgeoisie. Je pense que des moyens financiers, il y en a. Mais comme je vous l'ai dit, ni l'un ni l'autre ne rentrent dans leurs frais. Donc les financements sont à perte. Et je pense qu'ils se financent eux-mêmes, effectivement. Ce serait à vérifier. Je ne suis pas spécialiste de la question. Et ces pavillons se construisent sur quoi exactement? Parce qu'on voit un triangle à côté d'une place, de la place de l'Alma. C'est curieux. Est-ce qu'il y avait un jardin? On construit sur quoi, en fin de compte? Bonne question. C'est un espace qui est peut-être un jardin, peut-être une place assez vide à l'époque. En tout cas, visiblement, il est possible d'y construire assez facilement. La seule préconisation que le conseil municipal donne, c'est de respecter les arbres, les plantations. Donc, a priori, on n'a rien rasé pour construire le pavillon de l'Alma en 1900. Rodin obtient simplement qu'on élague les arbres. Voilà ce que je peux vous dire. Donc il y a là un espace vide qu'il est possible de bâtir. C'est curieux. Hein. Il faudrait voir les cadastres de l'époque. Je voulais une autre petite question. J'essaie de comprendre la polémique de l'âge de l'airain, Oui. parce que pour nous c'est très difficile aujourd'hui. Pour quelle raison cette sculpture précisément plutôt qu'une autre d'un autre artiste En fait, c'est pas une vraie fait polémique. penser à un moulage? C'est pas une vraie polémique, pour être honnête. C'est Rodin qui en fait une polémique. Dans la littérature sur Rodin, on en fait toujours trop, à mon goût, sur l'histoire de l'âge d'airain. Encore une fois, la mention dont Rodin s'émeut, c'est une mention dans un article extrêmement positif, qui dit simplement la part que le moulage sur nature a prise dans cette œuvre, nous n'avons pas à l'examiner, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à la marge. Mais Rodin se vexe, Rodin est très piqué, aussi parce qu'il est un peu inquiet. Il a 37 ans. C'est un âge où il estime qu'il serait temps que sa carrière décolle. Il place beaucoup d'espoir dans cette grande figure, qui est sa première grande figure en pied. Elle est reçue très positivement à Bruxelles au cercle artistique, mais Bruxelles n'est pas Paris, et c'est évidemment à Paris que Rodin espère se faire remarquer. Simplement, à Paris, on parle à nouveau, mais vraiment de manière assez confidentielle, de cette question du moulage sur nature. Le modelé de l'âge d'airain est très admiré, mais c'est un modelé très vivant, très subtil, qui n'a rien à voir avec l'aspect de surface qu'on obtient quand on moule sur nature, où on a toutes les pores de la peau, où on a les plis de la peau, ce qui n'est absolument pas le cas sur l'âge d'airain. Pour moi, l'âge d'airain est beaucoup plus à rattacher au courant qu'on appelle néo-florentin à l'époque, dont vous avez plusieurs exemples ici, par exemple des œuvres de Mercier, des œuvres de Dubois, on en voit au musée d'Orsay, des œuvres de Falguière, qui sont dans qui s'inspirent beaucoup moins de Michel-Ange que de la génération précédente de Donatello, des grands bronziers florentins, comme on dit. Rodin, pour moi, est à rattacher à ce moment-là, à ce groupe-là, plus ou moins, stylistiquement parlant, et l'âge d'airain aussi. Donc quand on regarde l'âge d'airain, je suis d'accord avec vous, on n'imagine pas du tout qu'on ait pu l'accuser de moulage sur nature. Mais en réalité, c'est Rodin qui crée la polémique, pour peu qu'il y ait polémique, parce qu'elle est vraiment très mesurée. C'est quelque chose qui est chez lui profond, ça n'est pas cynique, mais il n'empêche que le résultat, c'est qu'il fait parler de lui en se défendant, en appelant à la rescousse des confrères, son patron Carrier-Belleuse. Allez voir l'exposition Carrier-Belleuse à Compiègne si vous êtes intéressé par la sculpture. Falguière, Dubois, qui sont des gens qui le soutiennent à ce moment-là et qui affirment leur appréciation positive sur l'âge d'airain. Mais est-ce que cette pratique était courante pour un sculpteur même de renommée d'utiliser une partie de moulage dans C'est quelque chose qui se faisait, mais c'est quelque chose qu'on ne montrait pas. C'est quelque chose qui se faisait comme étude. De la même manière que les peintres utilisaient beaucoup la photo, mais il s'agissait surtout de ne pas le dire. Les choses ont changé après.
Mais c'était un moyen pratique, rapide, d'obtenir des parties du corps, finalement. Donc ça se faisait. Et on en a accusé quelquefois certains sculpteurs, avec en plus la question particulièrement sensible du moulage sur nature sur le corps féminin, ce qui veut dire un accès à une intimité. Alors sur un modèle, si j'ose dire, lambda, qui est un modèle professionnel, ça ne choque personne. Sur en revanche une personnalité, comme c'était le cas pour la femme piquée par un serpent de Clessinger dans les années 40, allez la voir au musée d'Orsay, là tout d'un coup, ça émeut beaucoup la critique, se dire que Clessinger a pu mouler sur le corps de, je crois que c'est la présidente Sabatier, là ça, tout d'un coup les fantasmes naissent et là on s'en émeut. Pour ce qui est de l'âge d'airain, ça n'est pas réellement une polémique, mais c'est quelque chose qui contribue à la reconnaissance de Rodin. La commande de la porte de l'enfer dérive directement de la commande de l'âge d'airain, qui est une mesure de réparation demandée par Rodin en 1880. Bonjour, je voulais vous parler du musée qui est à Paris. Je ne sais plus exactement dans quel arrondissement, parce que je n'ai pas forcément une bonne mémoire des lieux. Mais je voulais savoir en fait quelles étaient les différences qu'on peut voir entre les sculptures dans ce musée donc à Paris, avec le musée Rodin à Paris. Je crois que c'est dans le 7e. Si oui, à côté des Invalides. Voilà, et aux côtés des Invalides apparemment. Et je voulais vous demander si vous pouvez nous parler un peu, si c'est une histoire en termes d'époque, de sa vie en termes de sculpture, ou si c'est plus en termes de style de sculpture qu'on va trouver entre Meudon et dans ce musée du 7e arrondissement. Alors le musée Rodin, le plus connu bien entendu, c'est celui de Paris, c'est le siège de l'institution si vous voulez. Il est ouvert depuis 1919. Le musée Rodin à Meudon, lui, n'est ouvert que depuis on l'ouvre au public de manière épisodique dans les années 40-50. Il est ouvert dans la forme que je vous ai montrée sur les photos que depuis les années 90, si je me rappelle bien. Traditionnellement, on montrait à Meudon ce qui relevait de l'atelier, de la part la plus intime, si vous voulez, de la création de Rodin, essentiellement des plâtres. Et à Paris, plutôt l'œuvre achevée, l'œuvre plus prestigieuse, donc des bronzes, des marbres essentiellement. Et puis les expositions temporaires. Donc c'est cette répartition-là qui a très longtemps prévalu. C'est un peu différent aujourd'hui parce que l'exposition faite en 2001, par exemple, sur l'exposition de l'Alma, qui a montré beaucoup de plâtres, a contribué, s'inscrivait aussi dans un grand mouvement de réhabilitation du plâtre, de redécouverte de l'œuvre plus personnelle de Rodin. Donc les limites sont brouillées aujourd'hui. On montre de plus en plus de plâtres à Paris. On montre, si vous voulez, l'œuvre de manière plus large, plus complète à Paris aujourd'hui qu'autrefois. Pour finir de répondre à votre question, actuellement le musée Rodin à Paris, rue de Varennes, n'est ouvert qu'à moitié. Il n'est pas fermé, mais on n'a qu'un demi-hôtel Biron, puisque le musée est installé dans un hôtel particulier, l'hôtel Biron, du début du XVIIIe siècle. Nous faisons des travaux pour réhabiliter le bâtiment et une réouverture complète prévue pour dans un an et demi, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, pour répondre à votre question, il n'y a ni séparation stylistique, chronologique. Il y a eu assez longtemps une séparation dans le type d'œuvre présentée. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Voilà. Et puis, il y a les jardins, la salle d'exposition temporaire, etc., etc. Oui ? Quel était l'emplacement exact du pavillon de l'Alma? Je pense que c'était à l'angle de l'avenue Montaigne et du cours La Reine, c'est ça? Merci. Oui. Alors, les rentrées d'argent par les visiteurs sont effectivement assez modestes. C'est un peu la même chose pour les musées aujourd'hui. Ce n'est pas avec l'argent des visiteurs que les musées rentrent dans leurs frais. Mais je vous remercie. Non, blague à part, effectivement, ce n'est pas avec les entrées des visiteurs que Rodin a pu rentrer dans ses frais, à raison d'1 franc par visiteur ou de 5 francs. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement. Ce que je peux vous dire, c'est que le travail d'un praticien, par exemple, le travail quelqu'un qui travaille pour Rodin gagne entre 1 et 3 francs de l'heure à l'époque. Donc 1 franc, c'est 1 heure de travail d'un ouvrier, à peu près. Un praticien qualifié gagne 15 à 20 francs par jour. Le travail n'est pas rémunéré au mois, en règle générale, du moins dans l'atelier de Rodin. Il est rémunéré à la semaine, à la quinzaine ou à l'œuvre. Donc voilà, ça vous donne un ordre de grandeur à peu près.
Donc c'est déjà pas une somme anodine, c'est pas 1 franc qu'on a connu à l'époque du franc, c'est pas non plus une somme très élevée. Et 20 000 francs, c'est une somme importante. Je vous ai dit que pour 20 000 francs, on avait un exemplaire en marbre du baiser. Oui, je voulais vous demander, Rodin, il ne travaillait pas tout seul, parce que vous avez dit qu'il avait des sculpteurs, et ils ont été complètement, enfin il y avait des fondeurs aussi, ils étaient complètement occultés dans l'exposition qu'il a faite. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je voulais savoir si le pavillon, il avait un éclairage zénital, ou bien comme là, si c'était plein. Parce qu'au Grand Palais, c'était une nouveauté, cet éclairage zénital. Et apparemment, il disait qu'il voulait être à la fois dehors et dedans, etc. C'est pour ça que j'ai décrit l'éclairage zénital, mais avec une lumière tamisée par des voilages, en fait. Donc il n'y a pas de lumière directe. Il y a une lumière naturelle qui dépend de l'éclairage du jour, mais coupée par des voilages qui laissent passer la lumière, qui sont translucides, mais qui ne donnent pas une luminosité directe. Mais c'est bien une verrière, effectivement. Et en plus, un éclairage latéral. Il tient assez à ce double éclairage. Dans les galeries de sculpture, traditionnellement, on réservait l'éclairage dans les musées, on réservait l'éclairage zénital aux galeries de peinture et l'éclairage latéral aux galeries de sculpture, le plus souvent. C'est pour ça que les galeries de sculpture étaient souvent en périphérie des bâtiments pour avoir l'éclairage latéral. C'est des choses qui ont beaucoup évolué. Pour répondre à votre première question, on ne peut pas dire qu'ils soient occultés, c'est-à-dire que Rodin ne fait pas en sorte de masquer leur nom. C'est juste qu'il n'y a pas non plus à en parler. Le fondeur fait son travail de fonte pour l'artiste, et les fondeurs de plus en plus posent leur marque sur le bronze pour faire savoir que c'est eux qui l'ont fabriqué. Mais il n'y a aucune raison non plus que, si vous voulez, Rodin mette un gros panneau pour dire c'est François Rudier qui a fondu ce bronze, c'est Perzinka qui a fondu ce bronze, etc. Il n'y a aucune raison pour lui de le masquer, mais simplement, voilà, ils font leur part du travail. De même que les mouleurs font leur part du travail, de même que les praticiens font leur part du travail. Je suppose que c'est ce point-là qui vous intéressait le plus, parce qu'on imagine toujours que les sculpteurs taillent leur marbre eux-mêmes, qu'un vrai sculpteur, c'est celui qui taille directement. Mais à l'époque, ça ne se passe pas comme ça. Pas plus pour Rodin que pour les autres. Les choses sont en train de changer. En 1900, on voit les prémices de la notion de taille directe, qui est en fait largement un fantasme. Je ne vais pas en parler maintenant, ce n'est pas le propos, mais si vous voulez, la pratique normale, habituelle, la plus courante, de très loin, c'est que les sculpteurs créent le modèle, conçoivent l'œuvre, donnent la forme, donnent les consignes, surveillent l'exécution, éventuellement achèvent l'œuvre, donnent ce qu'on appelle le coup de pouce, mais pas toujours. Et Rodin ne le fait pas ou très peu. C'est quelque chose pour lequel il n'est pas particulièrement compétent, c'est quelque chose de très long, de très fastidieux, et il a bien mieux à faire. S'il a produit autant, c'est parce que précisément il a su déléguer une partie du travail. Et vraiment, c'est un système qui est parfaitement rodé à l'époque. Voilà. Si Michel-Ange a laissé autant de marbre inachevé, c'est largement parce qu'il a voulu les tailler lui-même. Très difficile à dire. Pour les praticiens, j'ai fait quelques comptes, puisqu'on a fait une exposition sur les marbres il y a 3 ans maintenant. Je les ai comptés par année, à partir des factures, de la correspondance qu'on a. On en trouve dès 1871, donc Rodin est jeune. On a souvent dit que Rodin avait taillé ses marbres tant qu'il n'avait pas les moyens de faire appel à des praticiens. En fait, c'est faux. Dès les débuts, il fait appel à des praticiens parce que c'est normal. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas son boulot, il n'est pas compétent pour ça. Il délègue, il surveille. Et il surveille de plus en plus à mesure que sa carrière avance. On a beaucoup dit aussi qu'il déléguait, qu'il négligeait la taille de ses marbres, que ça devenait une véritable usine. Et c'est vrai qu'il sort beaucoup de marbre de ses ateliers, en particulier après 1900. Mais il n'empêche que plus on avance dans la carrière et plus il les surveille, parce que plus on avance et plus la traduction en marbre du modèle en plâtre qu'il confie aux praticiens devient une étape de création. C'est-à-dire qu'on s'éloigne dans le marbre de ce qu'était le plâtre. Et ça, le praticien ne peut pas l'inventer. Ça, c'est Rodin qui l'invente, c'est Rodin qui le contrôle, c'est Rodin qui l'oriente. Donc il y a bien une phase de conception mentale, si vous voulez, d'invention, au moment de la transcription du plâtre vers le marbre. Ça, c'est très important. Pour finir de répondre à votre question, le nombre de praticiens, et je ne parle là que des praticiens, pas des mouleurs, des fondeurs qui sont eux aussi nombreux, en particulier les mouleurs. Mais les praticiens, on en trouve dans les années 90 une bonne dizaine qui travaillent chaque année pour Rodin. Le pic, je l'ai mesuré en 1902, juste après, c'est les commandes qui reçoivent en 1900 en particulier, où il y a dans l'année 1902, alors ça peut être quelques jours de travail ou au contraire travailler tout le temps, environ, je crois, 26 praticiens qui travaillent pour lui. Voilà. Mais certains, encore une fois, ne font que quelques jours, quelques retouches, et puis d'autres travaillent en permanence pour lui, sous son contrôle, mais il délègue cette partie de la production. Au niveau des pièces en argile, oui. Elles sont où ces pièces
Alors, Rodin est un modeleur fondamentalement. Donc Il n'y a pas de base en argile. Si. Quand il oui. modèle, c'est bien de Oui, l'argile, tout à c'est de fait. la terre. C'est sa qualité première. Il est un modeleur exceptionnel. Ça lui est reconnu d'emblée. C'est pour ça que Carrier-Belleuse le fait travailler, par exemple, parce que Rodin a des compétences et des aptitudes au modelage tout à fait étonnantes, comme Dalou. Le principe normal, si vous voulez, c'est que le modelage en terre est moulé, parce que la terre crue ne se conserve pas, et qu'un modelage n'est pas nécessairement facile à cuire, en particulier s'il y a une armature à l'intérieur. Or, une armature est nécessaire dès qu'on veut faire des formes un peu compliquées. Donc la pratique habituelle, c'est de mouler le modelage à l'état de terre crue, de sorte que son épiderme garde toutes les traces de travail, la finesse, la subtilité des traces de doigts, d'outils, etc. Dans le processus, on se facilite les choses en détruisant la terre. Je ne rentre pas dans les détails, mais on fait un moule très simple, on enrobe de plâtre, si vous voulez, on ouvre le moule, on retire la terre, donc on détruit le modelage, on referme le moule, on coule du plâtre, et on obtient une première épreuve en plâtre sur laquelle on peut faire un nouveau moule, beaucoup plus complexe, parce que c'est plus facile de fabriquer un moule sur un plâtre que sur une terre, c'est beaucoup moins fragile. Et dans ce moule-là, il n'est pas détruit dans l'opération, le modèle non plus. Dans ce moule-là, qu'on appelle un moule à pièces, un moule à bon creux, on peut tirer plusieurs exemplaires. C'est comme ça que Rodin peut avoir je ne sais combien d'exemplaires de telle ou telle figure. Je comprends, parce que c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de moules en plâtre. D'épreuves en plâtre. Oui, tout à fait. Alors, des terres modelées, on en conserve, parce que certaines ont été cuites et conservées. Mais il faut bien voir aussi qu'une bonne partie des terres cuites, des œuvres en terre cuite dans nos collections, comme dans toutes les autres collections, sont des épreuves tirées de moules et retravaillées. Une terre cuite n'est pas nécessairement un modelage qu'on a cuit. D'accord. Et donc, du coup, Bourdelle, puisque vous disiez qu'il faisait beaucoup travailler les praticiens, finalement, Bourdelle a fait beaucoup de travail d'après la demande de Rodin. Oui, tout à fait. C'est un élève important, si on peut dire. Oui, c'est un élève, un assistant, comme Pompon, comme Despiau, Schnegg, enfin, pas mal de sculpteurs qui ont été importants dans les années 20 et 30, qui sont passés par l'atelier de Rodin. On va peut-être arrêter les questions. Alors, je réponds juste à cette question-là. Des cires, on en a quelques-unes, mais assez peu. Rodin modelait plutôt la terre que la cire, et c'est un matériau très fragile, donc difficile à conserver. Ça craint la chaleur, bien plus que la terre. Ça s'empoussière très vite, ça s'encrasse. Et puis, c'est fragile au choc. C'est un matériau compliqué. Si, il a eu un enfant naturel avec Rose Beuret, qui du coup porte le nom de sa mère et le prénom de son père, Auguste Beuret. Eh bien non, parce qu'Auguste Beuret n'a pas eu d'enfant. Donc, si vous me passez l'expression, en tant qu'héritier de Rodin, puisque c'est un peu ce que nous sommes au musée Rodin, nous sommes sans concurrence. Merci infiniment.